Ce jeudi, dans le tuto de la semaine, nous allons être sur Houdini pour réaliser du motion design avec des opérateurs que l'on appelle donc des VOP. Ces opérateurs simples de base de Houdini permettent rapidement de réaliser des visuels de motion design, donc des visuels de forme simple qui vont évoluer en termes de luminosité et de couleur comme on le voit ici. Et on va pouvoir poser quelques opérateurs qui vont permettre donc de gérer dans le temps et de manière aléatoire donc cette variation de couleurs et de formes. Et donc ce que l'on va réaliser ici sur ce que l'on voit donc un ensemble de cercles ici évoluant au niveau de la couleur, on pourra l'appliquer bien entendu dans d'autres systèmes à partir de ces nodes VOP que l'on va pouvoir mettre en place. Donc pour réaliser ce visuel de motion design, d'évolution de forme ici, donc le résultat que l'on voit d'abord sur l'écran ici, c'est un résultat composité. Donc on pourra voir ensuite éventuellement le compositing dans Nuke dans un autre tuto du jeudi là-dessus, où on va pouvoir donc mixer plusieurs fois, merger plusieurs fois la forme finale rendue par Houdini, de telle manière d'obtenir donc un visuel un peu plus complexe. Mais dans ce premier temps, nous allons donc regarder comment on peut construire déjà le visuel de base dans Houdini, et ensuite on verra comment on peut donc le compositer dans Nuke ou dans After Effects, ce qui sera semblable. Ok. Donc ici je vais fermer cette fenêtre là. Voilà les éléments que l'on va donc mettre en place et qui vont donc après rendu pouvoir générer le visuel que on a donc ici vu en introduction. Donc en fait on va venir de manière assez simple. Alors je vais réduire ici. Voilà. Ok. Pour avoir. Voilà, donc de manière assez simple, bien sûr, sur Houdini, on est dans le network OBJ pour redémarrer, pour créer des objets donc dans la scène de manière assez simple. Donc on va pouvoir créer donc un node de géométrie. C'est le node de base donc dans le network obj ici, une géométrie. Cette géométrie, eh bien, on va pouvoir, ce node container va avoir donc l'ensemble donc de la modélisation ou des éléments que l'on va mettre en place ici. Donc je l'appelle cycle 2 hein, ici, puisque j'ai déjà un cycle ici, et on va donc à l'intérieur pouvoir donc avoir un ensemble de nodes de type mesh polygonaux et ou point pour les points, et faire évoluer l'ensemble donc avec ces nodes VOP qui vont colorer, modifier la structure et ainsi de suite. Ok, donc ici je vais revenir sur le node déjà, la géo déjà réalisée, et voir ensemble donc comment on va réaliser ça. Donc on va commencer à créer un cycle, ici donc un cercle. Donc là les nodes, on tape hein, bien sûr cycle, ici on a cycle polygonal, primitive, on a différentes cycles, mais on peut donc passer de l'un à l'autre ensuite avec le node. On peut retrouver ça dans géométrie, bien entendu, hein, l'ensemble des géométries de base. Ici, polygonale, on a, voilà. Donc, soit on connaît le nom, effectivement, soit on va venir donc chercher dans un dossier, ici, géométrie, modeler, mop, et ainsi de suite. Bon. Donc, j'ai mon cycle ici de base. Donc, ça, c'est le cycle de base, ici, il est polygonal. Et je vais donc, alors on va faire apparaître les points ici qui lient le cycle. On les voit en petit. Donc si on veut augmenter la taille des points, on peut le faire dans le visuel, mais on va le laisser comme ça pour l'instant petit. Et on va le resampler ici, c'est-à-dire que on va utiliser le node resample, et dans le node resample, on va jouer donc sur la longueur du resample, de telle manière de créer plus de points que ce que le cycle en proposait.
Donc on peut très bien aussi augmenter la division ici, mais c'est pour utiliser le note resample ici. Il n'était pas strictement nécessaire, mais ça permet de voir son utilisation, et notamment donc avec le lens ici à ce niveau-là. Et puis on va mettre en place ici, on va cocher curve U attribute, et là c'est obligé de passer par le resample pour avoir ça. Et on va créer donc une variable qui s'appelle curve U ici, qui va prendre en compte tous les points et leur donner une valeur entre 0 et 1. De telle manière que on ait cette valeur de curve U qui va varier entre 0 et 1, de telle manière de pouvoir l'utiliser ensuite pour de la coloration sur des canaux RGB qui varient eux aussi entre 0 et 1, ou de la transparence qui varie entre 0 et 1. Donc ça peut être assez intéressant à ce niveau-là d'avoir une référence sur chaque point d'une valeur qui varie entre 0 et 1 pour pouvoir les reclasser éventuellement par ordre aussi. Donc on peut venir dans Scene View ici, on est dans Scene View, et on peut venir dans Geometry Spreadsheet. Et dans Geometry Spreadsheet, on va voir donc justement tous les points qu'on a donc créés par le resample ici, et puis on a leur position P, X, Y et Z. On voit qu'on a un cycle plat, donc on a Z à 0, parce qu'on est sur l'axe Z, et on a curve U qui commence à 0 et qui va évoluer à 0,015, 0,30, alors chaque fois ça double la valeur à partir de 0,015, puisque c'est équidistant, pour aller jusqu'à la valeur donc de 1, le dernier en 63. Donc ce curve U va être utile, on va le voir dans les nodes ensuite, pour pouvoir donc assigner une valeur, encore une fois, de couleur éventuellement ou autre. Et c'est à partir de là où on va faire intervenir donc les nodes VOP avec donc un node qui s'appelle donc attribute VOP. Donc attribute VOP ici, qui va avoir donc la possibilité on va connecter sur le premier ici, la possibilité de pouvoir avoir en interne donc une arborescence de nodes avec de input et output, et entre les deux, bien, on va pouvoir avoir une série de nodes qui va gérer les paramètres qui sont là ou qu'on va pouvoir rajouter donc dans cet attribut VOP. Donc l'attribut VOP fonctionne de la manière suivante, c'est que on a donc un ensemble de nodes qui vont être ensuite compilés donc en VEX par rapport donc à ce que l'on aura réalisé ici. Donc ce node-là est à comparer avec un autre node, attribute Wrangle, qui lui directement donc produit, enfin il faut produire des lignes de VEX ici, donc on va faire des VEX expressions. Donc c'est les deux nodes qui sont donc à choisir au moment où on veut paramétrer donc l'élément qu'on est en train de travailler, ici mon cycle. Soit on choisit un attribut triangle et on va écrire des lignes de VEX. Ça peut être des fois plus intéressant parce que c'est plus concentré, plus rapide, et où on va utiliser donc si on ne veut pas trop écrire de lignes de VEX, on va utiliser donc l'attribut VOP qui va se charger de compiler ensuite en VEX. Donc ici on va utiliser, puisque c'est le sujet du tuto, l'attribut VOP ici. Donc cet attribut VOP, comme je disais, a des inputs et outputs, et en input on voit qu'on a P la position, V la vitesse, la force, l'âge, ici donc l'idée, le numéro, CD la couleur ici, et en output on a P, V, force, CD et N normal ici. À savoir qu'on peut rajouter des variables, et notamment ce que l'on va faire tout de suite, c'est venir rajouter donc avec la fonction bind. Ici je tape donc bind, on va venir ajouter donc un paramètre donc curve qui existe mais qui n'est pas listé, c'est curve U ici, puisque ce paramètre là on le retrouve donc ici dans l'attribut des points, curve U ici, et donc on peut l'appeler, il n'apparaît pas à tous les points, je dirais tous les attributs n'apparaissent pas donc dans la liste primaire ici, et on peut les appeler avec de bind. Donc le curve U, donc on peut de manière assez simple prendre le curve U et le connecter sur le CD. Voilà le résultat qu'on obtient ici. Alors j'enlève point, voilà ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une valeur de curve U qui varie entre 0 et 1. On l'envoie dans la couleur donc RGB.
Donc on va avoir un niveau de gris puisque les trois vont avoir la même valeur. Et on voit donc ça part de 0 qui donc va donner une couleur noire. Et progressivement donc on va arriver jusqu'au blanc à l'opposé, donc jusqu'à la valeur de 1 ici. Donc on voit l'utilité du curve U qui va nous permettre de sélectionner donc des valeurs et les faire évoluer par exemple sur le cercle. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on peut très bien utiliser donc des paramètres si par exemple on veut faire l'opposé un peu donc du curve U, avoir l'inverse. On sait que ça varie entre 0 et 1, donc on va rentrer donc une valeur constant ici, constant, donc voilà. Ici avec une valeur float value, on la met égale à 1 ici, et puis on va faire donc utiliser le node VOP subtract ici qui va permettre donc d'avoir la valeur, voilà, 1 moins curve U ici, et la différence, on devrait obtenir, hop, voilà, ici l'inverse, comme on le voit apparaître. Donc on va pouvoir s'amuser comme ça avec une série de nodes pour obtenir ce que l'on veut, en termes de variation de couleurs, ici puisqu'on va travailler sur la couleur, à partir de curves U. Donc par exemple on peut rajouter encore un subtract, subtract ici, et on va carrément le connecter, hop voilà, ici, et connecter le curve U sur l'input 2, ce qui fait que là maintenant on n'a plus qu'un, par exemple un demi-cercle ici, qu'on pourra donc venir régler éventuellement donc avec la valeur donc de constante du début, si on veut juste un petit bout de segment ici visible que l'on pourra donc faire évoluer. Donc ça nous permet comme ça d'avoir une partie ici donc du cercle qui est éclairé. Alors là, on est sur une couleur noir et blanc, c'est pour ça sur fond noir ça disparaît. C'est pas la transparence sur laquelle on joue, mais on pourrait très bien jouer sur la transparence. Là, on joue sur le CD, donc la couleur RGB. Et donc ensuite, par exemple, si on veut faire évoluer donc le segment là que l'on a, eh bien on peut jouer sur le paramètre time ici en le rajoutant donc avec donc un add, en le rajoutant donc ici pour le déplacer au subtract que l'on a de départ ici. On va le reconnecter, CD. Donc là, tout est blanc, bien entendu, parce que le time, donc c'est une valeur qui va rapidement, même immédiatement, dépasser la valeur de 1. Et donc, on envoie donc une valeur supérieure à 1 avec le add. Et ici, donc en RGB, les trois sont blancs, enfin sont à 1, donc on obtient du blanc ici. OK. Donc, ce que l'on va donc mettre en place juste derrière, c'est la fonction donc de VOP modulo. Alors j'essaie de tout montrer en même temps. Ici, voilà. Donc on va venir donc tab modulo ici, qui va nous permettre de justement de moduler, de ramener entre 0 et 1 des valeurs ici qui étaient trop grandes. Voilà. OK ici. Ce qui fait qu'on va avoir plusieurs fois donc maintenant, donc selon le divisor ici que l'on va avoir, voilà, on va avoir plusieurs fois donc le segment qui va se répéter ici à ce niveau-là. Voilà, donc modulo. Et donc ça, bien entendu, ça évolue dans le temps, puisque le time évolue dans le temps, ce qui va nous permettre d'avoir cette animation qu'on retrouve dans le visuel final. Ensuite, on pourra voilà, le bouger ici, voilà. Donc ensuite, on va avoir l'ensemble des cercles qui vont donc évoluer par rapport à ça. On pourra très bien les caractériser pour avoir pas une évolution symétrique dans le temps de l'ensemble des cercles de la même manière par rapport à leur position. Donc ça, on verra. On rajoutera un élément de position. On utilisera ici la position P. On le verra ensuite ici pour venir donc le paramétrer pour avoir donc des positions des segments lumineux, on va dire, pour l'instant, ou d'une certaine couleur, positionnés différemment selon les cercles.
Ok. Donc voilà pour cette première partie ici. Donc à partir de là, on va donc, hop, ça c'est l'attribut VOP que j'avais fait. Ici, donc celui-là, on va le mettre de côté. Ici, pour l'instant, c'est celui qu'on met après. Ok, je reviens dessus. Voilà, donc on en est là. Ici, cycle, resample, attribut VOP. Ici, on va le mettre là. Et donc, on va venir utiliser un copy to point de telle manière de pouvoir copier donc l'objet, la forme, ici le cycle que l'on a donc réalisé une fois. Et donc on va venir, donc, alors là moi j'ai créé une ligne que j'ai resamplée aussi, je mets en transform donc sur l'axe perpendiculaire donc au cercle réalisé, de telle manière d'avoir une série de points. Donc pour avoir la série de points par rapport à une line qui est polygonale, j'utilise une fonction, c'est une des méthodes add. Alors c'est une méthode qui normalement additionne, mais en fait, je vais essayer d'agrandir quand même le nombre, les points ici. Font size, ok, voilà, pour qu'on voit quand même, save as défaut, voilà. Ok, donc on voit la série de points ici, add, et je rajoute rien, mais je fais delete géométrie, but keep the point, ce qui me permet d'enlever la géométrie polygonale, mais de garder les points. Ça permet de créer des points à partir d'une géométrie polygonale. On peut faire ça avec un torus, une grille, un tube, je l'ai déjà fait dans d'autres tutos du jeudi. Donc add est assez intéressant pour ça. Bien sûr, sa fonction de début, de base, est de rajouter donc des éléments, mais ici, j'en enlève. Ok, donc à partir de là, on a le add. Je vais rajouter une fonction, un attribut point, enfin un node point, qui permet de créer des attributs expression sur les attributs. Donc des attributs, des expressions sur les attributs, donc avec position qui est par défaut. Et ensuite, on va pouvoir rajouter en cliquant sur plus ici et choisir l'attribut que l'on veut, soit un custom que l'on va nommer, soit un existant. Donc ici, j'ai pris le pscale. Pourquoi? Parce que le scale, c'est des points. Chaque point va avoir un scale, donc une force, on va dire. Hein, et cette dimension va être injectée dans le copy to point qui va donc redimensionner l'objet qui arrive donc dans la première connexion. Donc ça va me permettre d'avoir des cercles de tailles différentes ici. Donc j'ai écrit une expression assez classique fit qui permet de ramener donc le random et l'enum, c'est le numéro du point, donc il va me sortir chaque fois une valeur aléatoire entre 0 et 1. Donc je la mets ici, je mets les valeurs d'input 0 et 1 dans le fit, et je vais les sortir entre 0,5 et 1, de telle manière d'avoir un décalage moindre entre le plus grand et le plus petit. Ici, donc 0,5, 1. Donc j'ai mon random et l'enum qui sort du 0 et 1 et je le bascule avec le fit entre 0,5 et 1. Donc les deux premières valeurs c'est de input et les deux autres c'est de l'output pour le fit. J'oublie pas les parenthèses ici. Ok. Donc là au niveau du point il ne se passe pas grand chose, on ne voit pas les choses évoluer, les valeurs. Et c'est avec le copy to point, donc la fonction, donc on a plusieurs copies. Hein, à ne pas se tromper, copy to curve, copy to point, copy and transform, donc copy to point ici, et on va pouvoir donc voilà avoir des cercles donc de taille différentes ici que l'on peut donc faire évoluer. Ici, que l'on peut donc 0,5, 1, si on veut quelque chose de plus proche, on mettra par exemple 0,6. Voilà. Donc ils seront un peu moins éloignés en taille, éventuellement. On peut augmenter le nombre de points et ainsi de suite. Donc voilà les éléments de base que l'on a ici. Et donc si on fait voilà, évoluer, on voit que tous les éléments tournent, enfin c'est pas les éléments qui tournent, c'est la valeur entre 0 et donc on a on voit les éléments les éléments qui tournent, les couleurs qui tournent, donc noir et blanc ici, de manière semblable sur l'ensemble des cercles, puisqu'ils ont les mêmes valeurs hein, d'attributs de VOP ici, ils ont les mêmes caractéristiques et arrivent sur le copy to point. Donc pour modifier ça, en fait, ce que l'on va faire, c'est au lieu de mettre l'attribut de VOP ici, on va venir donc le mettre
et ici en dessous. Ok, donc je le sors ici. Voilà. Ok, donc on perd la système coloration et je le mets donc ici en dessous. Ok, donc là pour l'instant on voit rien et je viens dessus, voilà. Alors là on a quelque chose déjà de fini. Donc je reviens sur ce que j'avais commencé à créer. Donc on avait le géométrie ici, on avait le curve, ok, la valeur de 1, on était sur le subtract ici, et on avait construit donc alors ça on l'avait pas, on était parti sur le time, et on est venu le rajouter à add ici directement. Donc on avait ça en fait, le time rajouté directement, le add ici à ce niveau-là. On n'avait pas ce add là, et on allait directement donc sur le modulo ici. Donc, pour obtenir des variations, on va venir chercher, donc, comme je le disais, la valeur du point ici, puisque par rapport donc, à Z, les cercles ont des valeurs de PZ, on va dire, différents. Donc on va venir utiliser un node qui s'appelle vector2float ici, vec2float, qui permet d'ouvrir le vecteur avec ses trois composantes. Et on va récupérer une ou deux composantes que l'on va venir rajouter donc ici. Donc on partait du subtract, on rajoute le time ici, donc ça on l'a fait précédemment, et on vient avec un nouveau add rajouter donc une ou deux valeurs selon les variations que l'on veut obtenir ici. Et ça on va le reconnecter sur le modulo ici, de la manière d'avoir donc des segments comme on l'a vu précédemment, qui vont varier, comme on le voit avec les valeurs de rouge ici. Alors pourquoi c'est coloré? C'était en noir et blanc, parce qu'on est venu, donc après le modulo, rajouter une rampe, ici. Donc attention, on a plusieurs types de rampes. Hein. La rampe, donc parameters ici, à prendre, c'est celle-ci, rampe parameters, ici, que l'on vient connecter juste après le modulo, et que de rampe, on sort sur le CD. Donc ici, on a une valeur qui rentre entre 0 et 1, et la rampe, donc, elle va pouvoir être caractérisée par des valeurs en input entre 0 et 1. C'est les valeurs donc de rentrée ici sur la rampe, et on va les sortir en CD. Donc si on regarde notre node rampe ici, les caractéristiques au-dessus, on voit qu'on est en noir et blanc. Donc ça c'est un petit défaut ou avantage, c'est que en fait c'est pas cette rampe là, on a beau faire varier les paramètres, ça changera rien. Elle est à l'extérieur automatiquement, elle est en paramètres ici, donc parce que c'est une rampe parameters, et donc la rampe est venue voilà, se mettre à l'extérieur comme paramètre. Donc on n'a plus à rentrer à l'intérieur donc de la série de nodes et à chercher la rampe, on a le paramétrage à l'extérieur. Donc d'où on voit les couleurs, donc là on comprend mieux les couleurs qui sont en place. Hein. Si je fais des variations, ben voilà, ça va varier ici. Le vert, voilà. Donc là, on fait bouton droit de la souris ou on clique pour créer un nouveau. Voilà. Ici, si on veut augmenter la frange du vert, hein, ici, puis on change la couleur. Voilà. OK, ici, automatiquement. OK. Voilà, donc ici, je reviens à l'intérieur, ce qui fait qu'on voit bien que chaque cercle n'a pas la même position de couleur, donc n'a pas la même rampe, parce que on est venu donc caractériser chaque cercle avec sa position, donc principalement en Z, donc c'est le troisième ici que j'ai mis en place, mais j'ai rajouté X pour encore Y pour encore mélanger un peu plus ici. OK. Donc voilà ici ce que l'on pouvait dire par rapport à ça. Et puis on va pouvoir donc rajouter un paramètre avec un multiply ici. Donc on va créer donc un param ici. Je tape donc param juste pour le montrer ici. Hop. Ops. Ouais. Voilà, je vais y arriver. Parameters ici, qui permet donc d'obtenir donc un node de parameters. Ce node de parameters par rapport au node qu'on a créé constant ici en dessous, input, que l'on peut basculer du reste en parameters, on verra. Ce node parameters, c'est la même chose, c'est une valeur constante ou float ou
vecteurs et autres. Et surtout, la différence, c'est qu'on va le retrouver aussi à l'extérieur, ici, le voilà, vitesse, ici, j'ai appelé ce node parameters. Donc je reviens dedans, je le renomme effectivement name vitesse, ici, et je vais pouvoir donc l'utiliser avec un node multiply. Donc j'ai multiplié le temps par cette valeur de vitesse que je pourrais régler, de telle manière d'augmenter donc la vitesse donc de distribution des couleurs autour du cercle. Et ce multiply, je vais venir donc le rajouter. Au lieu de rajouter le temps directement ici, en input 1, je le multiplie par la vitesse et je viens le rajouter ici. Voilà. Ce qui fait que je vais pouvoir donc jouer, je ressors ici sur la vitesse, et donc à ce moment-là on voit que ça fait varier. Donc là je suis en valeur à la frame 85, mais on voit que ça intervient donc dans la position, bien entendu, donc des valeurs de couleur. Ok. Donc ici j'ai tout mis en place, donc je peux jouer sur le temps avec le paramètre vitesse, je peux jouer sur la, la variation de coloration par rapport à la position, donc grâce au paramètre donc P de position vector to float que j'additionne ici, en partant de la curve U qui va faire une première distribution, et j'ai bien entendu la valeur donc d'input ici, que je peux basculer aussi donc en mode donc parameters ici. Donc pour ça, je viendrai donc sur la connexion input 1 avec le bouton pas là c'était le bouton droit, le bouton du milieu, promote parameters ici, et donc j'aurai donc une valeur input 1 ici directement dans le parameters ici va apparaître, donc voilà. Ok, input number 1 ici. Donc ça c'est une des possibilités. Ok. Autrement, hop, je reviens sur cycle ici. Je m'étais un peu éloigné. Ok. Et autrement, si je veux renommer vraiment le préparer, ben, je ferai la même chose. Node parameters ici, et je viendrai remplacer donc ici l'input 1. Donc je mettrai par défaut donc float value 1 ici, et ça me permettra donc, alors je vais le renommer. Je vais l'appeler taille, parce que ça donne un taille de segment. Segment ici. Voilà. Ok, donc name time segment ici, on le retrouve taille segment, on le connecte, donc je peux enlever l'input 2 ici que j'avais fait, ce qui fait que je vais pouvoir retrouver ça donc encore une fois à l'extérieur. Donc maintenant j'ai ma rampe, ma vitesse et la taille du segment ici. Ces paramètres vont permettre donc en y jouant dessus à faire varier donc les rampes de coloration, et on peut faire varier ici les couleurs. Donc ça nous permettra comme ça dans l'attribut VOP au fur et à mesure de sortir des variables, des parameters que l'on va retrouver à l'extérieur sur la liste donc ici. Ça évitera d'aller fouiller dans les différents nodes, pour autant que voilà, on ait plein de nodes et que ça soit relativement dur de retrouver donc les paramètres. Comme ça, on peut donc les sortir, les nommer, qui soient représentatifs, comme la vitesse par exemple, et ainsi de suite. Voilà, donc on a mis ça en place ici, et on obtient donc le résultat suivant. On le met donc l'attribut VOP après donc le copy to point, parce que ici on a tous les cercles et on aura la position de chaque cercle, et comme on utilise la position, eh bien ça donnera des valeurs différentes, comme on peut le voir en termes de coloration ici. Ensuite, donc, dans un deuxième temps, pour terminer, on mettra un sweep en place ici, qui permet donc de venir faire donc un tube autour, donc round tube ici. Alors on a plusieurs possibilités. On peut faire un square tube, un ribbon, un round tube ici. Alors moi j'ai fait un round tube, mais en mettant que 6 colonnes.
ça fait un tube un peu cassé. Donc là, 1, 2, voilà, 3, et ainsi de suite. Voilà. Et après, on a quelque chose de plus. Voilà. Je suis parti sur 6 pour avoir en même temps quelque chose d'un peu arrondi, mais pas trop, un peu cassant par rapport au fait que si on venait l'éclairer, on est des arêtes qui puissent être marquées ici. Donc là, on peut aussi connecter donc un élément qui va servir donc de base, de référence, qui va se distribuer donc sur l'ensemble donc du cercle ensuite. Donc par défaut, on est en round tube ici, donc c'est un cercle qui sert de référence, plus ou moins donc avec plus ou moins de colonnes et qui donne donc voilà l'ensemble ici. Donc ça c'est pour le sweep, ce qui va nous permettre de mettre un matériau. Donc ici, étant donné que la coloration est récupérée donc par ça qui est intéressant aussi dans le sweep, on va récupérer la coloration donc des cercles et elle va être donc envoyée sur le sweep, donc sur l'élément polygonal de sortie. Et juste sur le matériau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un matériau simple de type glow. Ici de base, hop, je vais venir ici, matériel palette, pardon, ici, donc je suis venu chercher donc le matériau. On a des matériaux utilitaires, donc glow ici, et ce matériau glow, donc ici, hop, parameters. Donc, je suis venu le mettre dans le node matériel mat glow ici, et on va venir donc garder tint with point color pour garder la coloration, baisser le glow color, autrement ça va être trop blanc ici dans le résultat. Donc ça, le résultat, on le verra donc avec je viens sur l'output ici pour montrer la fin, dans le rendu. Ici, on ne le verra pas. Voilà, on va venir dans le rendu ici à ce niveau-là. Render. Voilà, donc on a quelque chose de super brillant ici, parce qu'on a un glow color qui est relativement donc important. Si je réduis, voilà. Donc ici, on va retrouver les couleurs un peu. Donc selon ce que l'on veut, hein, bien entendu, hein, on obtiendra ici. On a de l'émission aussi. Donc voilà, donc pas d'émission, comme j'ai pas mis de light, eh bien on voit plus rien. Ok, voilà, avec une émission relativement forte. Il faut l'enclencher, enable l'émission ici. Voilà. Donc là, ici, glow ramp, voilà, plus ou moins fort. Ici, voilà. Donc on a différents paramètres qui nous permettent d'obtenir donc un visuel, un rendu de base. Encore une fois, qui va être composité donc ensuite dans After Effects ou Nuke pour obtenir quelque chose d'un peu plus complexe, comme on pourra le voir donc dans un prochain tuto du jeudi. Donc voilà pour un petit motion design rapide à réaliser donc ici, avec principalement donc le node attribute VOP et l'ensemble donc des paramètres que l'on peut mettre en place. Donc bien sûr on peut complexifier ça sur d'autres formes avec différents nodes. Encore une fois, il y a tout un ensemble de nodes. Si je fais bouton dans la souris, voilà l'ensemble de nodes que l'on retrouve ici qui peuvent être utilisés. Et donc on peut reconstruire toute une arborescence à l'intérieur donc de cet attribut VOP.